Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, cela devait être la première sortie 100% féminine dans l'espace, mais la NASA l'a annulée au dernier moment. Motif invoqué, l'absence de combinaison à la bonne taille, signe que l'astronomie n'a pas encore pris en compte le nombre croissant de femmes dans ce secteur. L'exil pour certaines femmes est synonyme d'émancipation. Reportage en Allemagne avec de jeunes réfugiées irakiennes et syriennes qui se sont libérées de la tutelle masculine imposée dans leur pays d'origine. Et enfin, les femmes seraient-elles plus endurantes que les hommes sur de très longues distances? Des récents records d'ultramarathon posent question. Analyse avec Guillaume Millet, professeur de physiologie du sport à l'université de Saint-Étienne. Et pour commencer, direction le cosmos. Elles sont dans le monde une soixantaine d'astronautes et représentent encore une minorité face à leurs collègues masculins. Peu à peu, le secteur s'ouvre à la mixité, non sans obstacle. Le dernier en date, le manque de tenue à la bonne taille dans la NASA. Regardez. Au firmament de la carrière d'un astronaute, il y a pour les plus chanceux un moment unique et symbolique, une sortie extravéhiculaire. S'extraire en scaphandre du vaisseau pour voler seul dans l'espace au-dessus de la Terre. C'est une opération longue et dangereuse menée pour des réparations extérieures. Les premières femmes astronautes n'ont eu cet honneur que 20 ans après leurs collègues masculins. Et cette semaine, la NASA devait marquer l'histoire, faire sortir à l'extérieur une équipe 100% féminine, Anne McClain et Christina Koch, deux femmes astronautes en même temps. Mais aujourd'hui, dans les médias américains, la déception se lit, notamment chez cette présentatrice. La NASA change ses plans pour ce qui aurait dû être la première sortie extravéhiculaire entièrement féminine, faute de taille adaptée. L'astronaute Anne McClain avait déjà fait un premier entraînement et une première sortie dans une combinaison de taille large, mais l'avait trouvée trop grande pour bien assurer ses mouvements. Elle avait donc besoin d'une combinaison plus petite de taille M. Il y en avait bien une de prête en orbite, mais une seule, comme l'explique ce spécialiste en actualité spatiale. Finalement, dans les derniers jours, ils se sont aperçus que les deux astronautes femmes avaient besoin de combinaisons de la même taille. Donc elles avaient toutes les deux besoin de la taille M. Il n'y en avait pas assez de prêtes. Donc plutôt que de changer les combinaisons ou de retarder la mission, ils ont changé les astronautes. L'astronaute Nick Hague, un homme, remplacera donc Anne McClain, car pour le coup, la station ne manque pas de combinaisons larges. Un manque d'anticipation et une belle erreur de communication de l'agence spatiale américaine, alors que l'astronaute se réjouissait il y a quelques jours de pouvoir inspirer les petites filles. Bien sûr, le symbole de représentation est très important, surtout pour les enfants. Si les petits garçons et les petites filles veulent devenir astronautes, il est essentiel qu'ils puissent s'identifier à quelqu'un qui leur ressemble. Les combinaisons spatiales valent des millions d'euros pièce et sont déjà anciennes. La NASA est tributaire d'un stock et d'une histoire qui favorisait les hommes. À sa décharge, elle s'est efforcée d'envoyer dans l'espace de plus en plus de femmes ces dernières années. Hier, le vice-président Mike Pence a annoncé le retour d'Américains sur la Lune d'ici 5 ans et a promis qu'une femme y poserait le pied pour la première fois. En 5 ans, près d'1,5 million de réfugiés sont arrivés en Allemagne, dont un grand nombre de Syrie et d'Irak. Parmi eux, des femmes pour qui l'exil est aussi l'occasion de gagner en indépendance. Loin du poids de leur culture d'origine, reportage d'Anne Maillet. Quelque part dans l'est de l'Allemagne. Par mesure de sécurité, nous ne pourrons pas dire où cette jeune femme refait sa vie, seule avec son fils. Avra a 22 ans, loin de son pays, de sa famille et de son ex-mari violent. Elle a découvert l'indépendance. Il y a quelques années encore, avant de quitter l'Irak, elle portait le hijab. Cette photo a été prise en 2014. J'étais encore à l'université, j'étudiais l'islamologie. Il y a quelques mois, Avra a dû se réfugier dans une maison pour femmes afin d'échapper aux coups. Les services sociaux lui ont ensuite attribué cet appartement. C'est la première fois qu'elle vit seule. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir enfin dire non. Avant, dans mon pays, et plus particulièrement dans le sud de l'Irak d'où je viens, je ne pouvais pas dire non. Et cette nouvelle liberté en Allemagne me permet de vivre comme je le souhaite. Comme Avra, de nombreuses femmes réfugiées trouvent en Allemagne le courage de s'émanciper. Mayada Massoud a fui la Syrie en 2012. Pendant 2 ans, elle a vécu seule en attendant l'arrivée de son mari. 2 ans pendant lesquels elle a travaillé dans un restaurant et rencontré des amis. Le temps de mûrir une décision impensable dans son pays, divorcer.
Je n'avais pas d'autre choix que celui de fuir la Syrie. Mais les 2 années que j'ai passées ici en Allemagne m'ont rendue très forte. C'est ici que j'ai réalisé que je pouvais m'en sortir seule et que je pouvais vivre seule. Yahya Alaoui est travailleur social. Il conseille ces femmes qui revendiquent leurs nouveaux droits. Et pour les hommes, c'est parfois difficile à accepter, selon lui. Dans leur pays, les hommes sont habitués à tout faire. Ils travaillent, ils ramènent l'argent, ils sont en charge de tout. Mais ici, c'est différent, ils perdent le contrôle sur les femmes, et cela les perturbe évidemment. Certains sont désespérés parce qu'ils n'ont plus ce contrôle. En l'absence de chiffres officiels, les avocats spécialisés et les travailleurs sociaux le confirment. Le nombre de femmes syriennes et irakiennes qui entament une procédure de divorce est particulièrement élevé en Allemagne. Ce que nous disent ces femmes, c'est qu'elles pensaient depuis longtemps au divorce, mais que c'est une fois en Allemagne que cela devient possible. Car ici, elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour mettre en œuvre leurs décisions. Et parce qu'il existe tout un système financier qui leur permet aussi de vivre de manière indépendante. Avra a créé une page sur Facebook pour aider ces femmes, leur donner des conseils et du courage. Elle compte des centaines d'abonnés. Enfin installée et protégée par la loi, Avra va bientôt prendre des cours d'allemand. Elle aimerait devenir assistante sociale pour aider les femmes en difficulté. Aujourd'hui, j'ai atteint mon but. Je suis libre. Et cela me permet de me fixer des objectifs pour l'avenir. Je veux étudier et travailler. En attendant, elle se consacre entièrement à son petit garçon et profite enfin de sa liberté chèrement acquise. En janvier dernier, Jasmine Paris, une Britannique de 35 ans, a remporté l'un des ultramarathons les plus difficiles au monde, la Mountain Spine Race, 429 km, le tout en s'arrêtant plusieurs fois pour tirer son lait. Cette jeune mère est la première femme à gagner cette course et bat au passage le record précédent détenu par un homme de 12 heures. Au-delà de sa performance individuelle, quelles leçons en tirer sur l'endurance des femmes? Guillaume Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes physiologiste à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous étudiez notamment la capacité d'endurance du corps humain. Et l'une de vos conclusions, c'est plus la distance est grande, plus l'écart entre femmes et hommes diminue. Alors, c'est une des possibilités, en effet. On n'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les femmes ne sont pas moins endurantes que les hommes lorsque la distance s'allonge. Qu'est-ce qui fait que les femmes seraient meilleures ou plus performantes sur des très très longues distances? Alors, si on part de cette hypothèse, encore une fois, c'est plus une hypothèse qu'autre chose, et si on regarde d'un point de vue physiologique, effectivement, on a plusieurs raisons de penser que potentiellement, ça pourrait être le cas. Alors nous, par exemple, on a conduit une étude il y a quelques années à l'Ultra Trail du Mont Blanc. On avait comparé des hommes et des femmes et leur fatigue à l'issue de cette course de 160 km. Et on avait montré que la fatigue musculaire était réduite chez les femmes comparativement aux hommes de même niveau. Et donc, une des conclusions possibles, c'est de dire que les muscles sont plus résistants à la fatigue musculaire ou au dommage musculaire. Et puis, on a d'autres éléments. Par exemple, on sait qu'un des handicaps des femmes et qui peut expliquer pourquoi, de mon point de vue, mais je pense que c'est partagé par le plus grand nombre, les femmes, en moyenne, ne battront jamais les hommes sur aucune distance, c'est qu'elles ont un petit peu plus de masse grasse. Or, la masse grasse, c'est aussi un substrat énergétique et les femmes sont plus capables d'utiliser ce substrat énergétique, sont plus capables d'utiliser les graisses. Donc, elles ont besoin de moins manger. En plus, elles sont un peu plus légères en moyenne. Elles ont besoin de moins manger, donc elles ont moins de risques d'avoir des troubles, qu'on appelle des troubles gastro-intestinaux pendant la course. Donc, sur les très longues épreuves, c'est quelque chose qui peut paraître bête, mais en fait, c'est un facteur important de la performance. Donc, et puis, il y a d'autres raisons. Aujourd'hui, les marathons, par exemple, c'est un sport mixte, mais longtemps, ça a été interdit aux femmes. On va regarder quelques dates. Donc, en 1960, par exemple, aux Jeux Olympiques, la plus longue épreuve sportive pour les femmes, c'était le 800 mètres féminin. En 1967, Catherine Switzer était la première marathonienne officielle au fameux marathon de Boston. Et donc, c'est en 1984 qu'il y a eu le premier marathon féminin aux Jeux Olympiques. Alors, on va revenir sur cette date 1967 et sur quelques images. Catherine Switzer, qui avait été empêchée quasiment par des participants de continuer sa course. On le voit sur ces photos. Pourquoi est-ce que les femmes ont été exclues des marathons pendant longtemps ?
Alors, elle s'était même inscrite sous un nom d'homme. Elle n'avait pas le droit de courir en 67. C'est encore pire que ça. Pourquoi elles ont été exclues? Je pense qu'à l'époque, on devait penser que les femmes étaient plus fragiles et n'étaient pas capables, n'étaient pas assez robustes pour courir des marathons. Et on voit maintenant qu'elles sont non seulement capables de courir 400 km, mais de battre tous les hommes. Donc, effectivement, maintenant, on le regarde, c'est risible avec 40 ans d'écart. Mais je pense que c'était la raison évoquée à l'époque, effectivement. Aujourd'hui, le sport se féminise, le marathon en particulier. Pourtant, les femmes sont quoi? Ça représente 10% des marathoniens aujourd'hui. Ah non, pas des marathoniennes. Sur les marathoniennes, c'est un petit peu plus que ça. Je n'ai pas les chiffres en tête. Par contre, sur la course dont je vous ai parlé, qui est la course phare d'ultra-endurance en France, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, effectivement, on a entre 8 et 10% des femmes au départ. Pourquoi si peu? Ouais, pourquoi si peu? Ça, c'est vraiment une très bonne question, parce qu'une fois qu'on pourrait développer les raisons physiologiques, mais encore une fois, la conclusion, c'est de dire non, les femmes ne sont pas... Au minimum, elles sont l'équivalent des hommes. En tout cas, quand la distance s'allonge, elles ne s'éloignent pas des hommes en termes de performance. Donc, elles sont tout à fait capables de courir des ultra-distances. Donc, pourquoi si peu? Et moi, je suis un physiologiste de l'exercice et c'est malheureusement, ce n'est pas de mon côté qu'il faut aller regarder. Je pense que ce sont des raisons plutôt, soit historiques, vous en avez parlé, psychologiques ou sociales. Et si vous me demandez mon avis, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais si vous me demandez mon avis, je pense que c'est plutôt des raisons sociales, effectivement. Globalement, c'est un peu plus compliqué d'être une femme encore aujourd'hui dans notre société que d'être un homme. Donc, on a moins de temps pour s'entraîner et il faut du temps pour participer à des épreuves comme ça. Merci beaucoup Guillaume Millet. On va suivre avec beaucoup d'attention les performances sportives des femmes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Je vous invite à nous retrouver et à réagir sur nos réseaux sociaux. À très vite sur la toile.